Histoire drôle numéro 1, la cathédrale de Montpellier. Quand Stendhal est venu pour la première fois à Montpellier en 1838, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas aimé. Il résume d'ailleurs ça en une phrase. Montpellier est une des plus laides villes que je connaisse, mais d'une laideur bien à elle, qui consiste à n'avoir pas de physionomie. Pan dans les dents. Et parmi tous les trucs qu'il trouve nuls à Montpellier, il y a la cathédrale. C'est bien simple, il la trouve tout simplement, je cite, ridicule. Boum dans ta mouille. Prosper Mérimée, lui, en 1835, alors qu'il est inspecteur des monuments historiques, la trouve sans intérêt et considère qu'il est impossible de voir plus lourd et moins gracieux. Et paf dans ta face maudite là. Bon, il faut quand même que je vous explique un truc ou deux sur cette cathédrale parce qu'elle est un peu spéciale. En allant la voir, vous attendez pas à Notre-Dame, que ce soit de Paris, de Reims ou de Chartres. Attention, hein, c'est pas qu'elle est pas spectaculaire, elle l'est même carrément. Mais à sa manière, quoi. Elle est pas très élancée, alambiquée, façon dentelle de pierre. Au contraire, elle est rablée, elle a l'air un peu grognon, elle a 4 tours. Elle a un grand baldaquin en pierre devant l'entrée d'honneur et elle est collée à la fac de médecine, comme si c'était un seul et même ensemble. C'est beau, ça en met plein les mirettes, mais c'est pas du tout ce qu'on s'imagine voir quand on parle d'une cathédrale gothique du XIVe siècle. En gros, si Notre-Dame de Paris c'est Légolas, alors Saint-Pierre de Montpellier, c'est Gimli. Mais c'est parce qu'à la base, la cathédrale de Montpellier, c'est pas une cathédrale, c'est un château fort. Bon, j'exagère un peu. C'est un monastère-collège fortifié érigé au XIVe siècle à l'initiative du pape Urbain V. C'est-à-dire que c'était un lieu d'enseignement, destiné à augmenter le prestige de l'université de Montpellier, un monastère, et un renforcement d'un point faible des défenses de la ville en cas d'attaque de mercenaires en goguette. Parce que bon, on était quand même en pleine guerre de 100 ans. Ce n'est qu'en 1536 que le siège de l'évêché y est transféré. L'église abbatiale devient cathédrale, le monastère devient palais épiscopal. Enfin, en 1795, pendant la Révolution, on installe l'école de médecine à la place de l'évêché, où elle se trouve toujours. Et voilà comment, début 19e, on se retrouve avec une cathédrale rikiki et pas très fraîche, par exemple une des tours avait été détruite pendant les guerres de religion en 1567, qui fait bien marrer Stendhal. Et vous savez qui était assez d'accord avec Stendhal ? Charles Thomas Thibault, qui était l'évêque de Montpellier. C'est que l'évêché de Montpellier avait grandi en importance, absorbant le territoire d'autres diocèses, alors que sa cathédrale, elle restait pas très cathédralesque. Peut-être aussi en avait-il marre que les autres évêques de France se foutent de sa gueule aussi. Genre l'archevêque de Paris, ma cathédrale elle fait 130 mètres de long. Ou l'évêque de Strasbourg, la mienne elle fait 100 mètres de haut. C'est bon là, fermez vos boîtes à hosties. Alors, à partir de 1855, on entame des travaux sous la direction de l'architecte diocésain Auguste Revoil. D'abord, on reconstruit la tour manquante, mais surtout, on double la longueur de la cathédrale là. Alors ok, on fait peut-être ressembler un peu la nouvelle partie à des cathédrales du Nord, mais on fait quand même l'effort de garder un minimum d'harmonie architecturale. Même si sur le nouveau toit, on met des tuiles lambrissées multicolores à la mode bourguignonne, comme à Beaune, parce que voilà, cherchez pas. Et surtout, on a doublé la cathédrale en longueur, là. Fini les foutages de gueule des évêques du Nord et des auteurs romantiques. Ça la ramène moins. Maintenant, la cathédrale de Montpellier fait, à l'extérieur, 102,50 m de long, 112 même si on compte le porche. C'est la plus longue du Languedoc. Parce que oui, même pour un évêque, la taille, ça compte. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon. Si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast. Et si vous passez par Montpellier et que vous voulez en découvrir les légendes en faisant avec moi une visite comptée, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site, le lien est également en description. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.